Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer, il est 11 h. On s'en profite au maximum de cette rencontre qui va durer 1h30 à peu près, jusqu'à 12h30. Avant de vous présenter nos invités, je voudrais d'abord me présenter. Je suis Nordine Lavili, je suis journaliste depuis une trentaine d'années maintenant. Je dirige le master de journalisme à Aix-Bruxelles, qui est une grande école belge où il y a plusieurs masters, dont celui donc évidemment depuis 2017. Et auparavant, j'ai dirigé le Bondi Blog pendant une dizaine d'années, mais Elena qui est présente ici va le représenter et va vous expliquer un peu le travail du Bondi Blog. Donc, pourquoi j'anime cet atelier? C'est d'abord parce que je suis membre du conseil d'administration de journalisme citoyenneté. Et donc, depuis maintenant plutôt 17 ou 18 ans, je travaille donc, à l'organisation des assises, d'abord à Strasbourg, après c'était à Lille, je crois, après c'était à Poitiers, il y a eu aussi un passage à Metz. Enfin, bref, le moment de la rencontre, évidemment, pendant 2 ou 3 jours, la possibilité offerte à la fois aux citoyens et aux journalistes de se confronter évidemment les uns des autres, et puis surtout la différence entre une plénière, donc une grande conférence et les ateliers, c'est ce qui nous concerne ce matin. C'est que les ateliers ont beaucoup plus de proximité évidemment que le panel, c'est une audience un peu plus de qualité, sans être condescendant, mais en tous les cas, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez certainement dans votre radar cette question du rapport entre les médias et la banlieue, mais aussi évidemment peut-être déjà des expériences, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans l'éducation populaire. Et si je vous dis ça, c'est parce que je souhaiterais que cette rencontre soit justement une rencontre vraiment d'échange, de confrontation, et non pas forcément une audience passive qui écoute une personnalité qui certes a une vraie expérience, une vraie pratique. Mais voilà, donc on ne va pas s'accaparer la parole pendant 1h30. On va d'abord évidemment permettre d'entrer en paix. On va d'abord permettre évidemment à 3 invités de s'exprimer, au moins sur un peu le bilan qu'ils tirent la leçon éditoriale de la mort de Noël, et puis ensuite, tout de suite, je vous passerai la parole pour qu'on puisse évidemment vous entendre, commenter, interroger, vous indigner si vous souhaitez. En tout cas, voilà, pendant 1h30, la qualité finalement de cet atelier dépendra grandement aussi de votre participation et peut-être aussi de la qualité des réponses de nos invités que je vous présente tout de suite. Donc vous avez au centre Elena Berthaoui, qui est donc rédactrice en chef du Bondi Blog. Le Bondi Blog était un média qui a été créé en 2005, juste après les révoltes de Clichy-sous-Bois, qui ont duré à l'époque, je crois, 3 semaines, contrairement à la mort de Nebu, qui n'a duré, elle, entre guillemets, plus une petite semaine, avec des chiffres qui ont triplé. Donc ça prouve à quel point la situation s'est aggravée. À côté de Kaina, sur sa gauche, vous avez Erwan Bouti, qui est un ancien directeur. Je n'aime pas trop ancien parce que ça fait tout de suite un peu à la retraite. Moi, j'ai connu Erwan depuis quelques années déjà. Erwan qui a travaillé déjà dès les années 90 sur la question des médias, des banlieues, la question aussi de la lutte contre le racisme. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Il a beaucoup bonjour. Sa dernière expérience, c'est le Media Lab, qui a été créé il y a quelques années donc en Seine-Saint-Denis. On en parlera certainement. Aujourd'hui, donc, il a toujours évidemment un regard sur ces questions. Et donc, nous allons beaucoup nous appuyer sur Erwan parce qu'il a d'abord une posture, d'abord en tant que journaliste, et puis aussi une posture en tant qu'observateur. Donc on pourra évidemment élargir les cercles grâce à sa présence. Et puis Akli Aliouat qui lui dirige une association qui s'appelle Kaina TV à Montpellier, dans le sud de la France. Là aussi, il y a un gros travail autour des outils médiatiques, mais avant cela, Kaina TV, c'est d'abord une association d'éducation populaire qui s'inscrit en fait dans la lignée de la dynamique associative et citoyenne des années 80 et 90 et qui est très fortement impliquée sur ces questions. Il devait y avoir une 4e personne, c'est une personne de France Télévisions, et là c'est pas décidé. On peut l'interpréter comme on le souhaite, peut-être dans une de vos questions, vos remarques. On va peut-être en parler, parce qu'on va parler forcément du service public. Mais voilà, c'est pas parce que les absents ont toujours tort, on ne va pas dire ce qu'on a à dire sur un certain nombre de
dispositif existant. Voilà, la mort de Naël, quelle leçon éditoriale? On commence peut-être par Elena, quelques mots s'il vous plaît. Je vous vois parce que pour ne pas faire trop de proximité, quelle leçon le Bondy Blog a-t-il tiré de cette fameuse semaine autour de la mort de Naël? En termes de leçons, il y a... Alors, en termes de leçons, nous, ce qu'on peut noter, c'est qu'on est dans un paysage médiatique qui a quand même pas mal évolué. Donc je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a je pense, plus que besoin, on a besoin plus que jamais d'un journaliste de proximité, de terrain. Parce qu'on l'a vu, il y a des paroles qu'on a très peu entendues, notamment celle des jeunes. Il y a une colère qui s'est exprimée, on peut interroger l'expression de cette colère, et nous-mêmes, on nous a interrogés, parce que c'était des très jeunes, parce que l'arrivée de Snapchat, par exemple, qui n'est pas exactement ma génération, parce que moi aussi je suis pas toute jeune, il y a des choses qui peuvent nous interroger, mais par contre, on a besoin de la comprendre. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui. Je vais essayer de... Alors, on va peut-être le donner à Erwan, puis on va te laisser le temps d'arriver. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû commencer par toi finalement, Elena, mais c'est pas parce que c'est la galanterie qui m'impose ceci. Alors, Erwan, je sais que vous avez, vous, un point de vue assez précis sur cette situation. Vous avez en plus un regard assez large, hein. On peut presque dire qu'on peut parler quasiment de ces 30 dernières années, voire même plus, autour de la question entre les rapports des médias et la banlieue. Vous, quand vous avez appris cet acte, ce fait, quelle a été votre réaction? Et puis surtout, est-ce que vous êtes dit, au fond, voilà, c'est peut-être encore une fois le point de départ de quelque chose sur lequel nous avons déjà fortement débattu, sur lequel nous avons déjà finalement suffisamment de matériel pour bien comprendre ce qui se passe. Pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était assez effarant ce qui se passait. L'événement lui-même, évidemment, était effarant parce que c'était comme la redite de choses qui se passent depuis tellement longtemps, tellement souvent dans les quartiers, qu'on a l'impression de rejouer un mauvais, triste film. A fortiori, parce qu'on était nous-mêmes, au moment où ça s'est passé, j'étais dans la banlieue de Lyon, en train de réaliser un documentaire sur les 40 ans de la marche pour l'égalité et les années 80 dans les banlieues de Lyon et de la région. Et donc, déjà, avant la marche, un certain nombre d'émeutes, de mouvements comme ça, conflictuels entre police et les jeunes de différents quartiers de la région lyonnaise spécifiquement, produisaient déjà quelque chose d'extrêmement électrique dans la société française, dans ces quartiers-là, et puis progressivement, les banlieues semblaient naître de ce mouvement-là, sortir de l'anonymat à cause de ça dans les années 80 déjà. Et donc on se retrouve à nouveau avec ce type d'événement, et tout de suite, alors que nous on est en train de réaliser ce film, on constate que le contexte a tellement changé, non seulement depuis 1983, évidemment, depuis 2005, tu as évoqué ça à demi-mot, recouvert sur tout ce qui s'est passé après 2005, et je pense que moi je m'en essayer de parler pas mal de notre expérience autour de 2005, parce qu'on voit à quel point la situation a changé et s'est dégradée à tout niveau, médiatiquement en particulier, parce que c'est ça qui nous occupe. Donc on voit que les mêmes effets, hélas, ne produisent pas les mêmes conséquences, enfin les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes conséquences. Et que en 2023, on a l'impression de revenir bien plus loin qu'on en était en 83 en fait. Hélas, le degré de violence et le traitement médiatique. Je me souviens d'un terme qui avait été utilisé par des sociologues, en particulier après 2005. Les émeutes, moi j'utilise le mot émeute, ça peut être un débat. Bien sûr, bien sûr. Les révoltes, les violences. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord sur les terminologies, on pourrait y revenir si ça vous intéresse, c'est une autre question. Mais après 2005, en tout cas, il y avait des sociologues qui avaient parlé d'émeutes de papier. Il y avait une telle
effervescence médiatique, éditoriale. Tout le monde avait quelque chose à dire sur d'où ça venait, comment c'était arrivé, comment est-ce qu'il fallait faire pour que ça n'arrive plus, les quartiers, etc. etc. Il y avait quelque chose d'assez incroyable qui s'était produit. Et donc une espèce d'effervescence journalistique, éditoriale au sens large du terme, culturelle. Plein de choses sont nées, plein de films, plein de morceaux de rap, beaucoup de choses qui sont émergées. Et là, l'effervescence a été quasiment en 2023 policière, une effervescence policière. Et répressive et sécuritaire, et basta, il n'y a rien d'autre. Il y a eu, en termes de qualité de production, de réflexion, aussi bien de la part de la presse que du monde je dirais, intellectuel, au sens large du terme, c'était 0 plus 0 était un tout. Enfin, c'est assez confondant. Est-ce que ça veut dire qu'en 2005, il y avait une espèce d'effarement, comme ça, dans la société française, et puis tout d'un coup, on s'habitue, on rentre dans une espèce de routine, et quasiment 20 ans après, finalement, le prisme est davantage autour de la violence, pas forcément autour de la question sociale. Alors manifestement, effectivement, en 2005, il y a eu une espèce d'introspection généralisée de la société française sur elle-même qui a provoqué peut-être une accélération d'un certain nombre de choses sur des dispositifs, l'ANRU par exemple, la rénovation urbaine, qui existait un petit peu embryonnaire depuis 2003, mais qui s'est accéléré quand même. Je pense que la question des événements 2005 et l'auto-révolte a contribué à ça. Et donc il y a une espèce de constat de sidération à cette époque-là qui faisait que tout le monde estimait avoir quelque chose à dire sur la question et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur les quartiers. Et puis 2023, il y a eu pas mal d'eau à couler sous les ponts entre 2005 et 2023, évidemment. On sait qu'après 2005, finalement, c'est la raison pour laquelle j'utilise volontiers le terme émeute, c'est parce que le contre-coup, le backlash, après ça, c'est Sarkozy qui arrive au pouvoir 2 ans plus tard. L'un des auteurs, finalement, de ces... Voilà. Sarkozy, c'est celui qui a dit, au moment où Elisabeth Bénin et Bouna Traoré, a dit que c'était des voleurs, que les gamins qui étaient morts étaient des voleurs. Ça a contribué largement à jeter de l'huile sur le feu. Il est arrivé au pouvoir 2 ans plus tard, contre les banlieues. Il a fait sa carrière politique comme homme fort, pas uniquement contre les banlieues, mais essentiellement contre les banlieues. Et donc, il y a eu un retour de flamme de la société française qui, d'une certaine manière, a été préempté par ces événements-là. Négativement préempté, hélas, mais, et sous d'autres aspects, puisque je parlais de la rue, et puis tout ce qui s'est passé. Alors, dans notre milieu à nous, il s'est passé quand même plein de choses intéressantes. Hélas, j'ai envie de le dire. Puisque le Bondi Blog est né, c'est quand même la plus belle initiative, premier média, ils en parleraient mieux que moi, premier média d'information générale en ligne de France, quand même important de le noter. Et puis, ce qui a été appelé ensuite les médias de quartier, comme on a développé cette thématique de ce que c'est que les médias de proximité, ou d'information sociale de proximité, comme disaient certains de nos collègues à une époque, ces médias implantés dans les quartiers qui vivotaient, qui avaient du mal à exister pour la plupart d'entre eux. Moi, je travaille dans ces types de médias depuis 1997 exactement, et on a senti une accélération de l'envie des gens des quartiers, des jeunes en particulier, des quartiers, et en particulier parmi ces jeunes-là, beaucoup de gens qui étaient autour des cultures urbaines, qui faisaient des petits trucs, qui étaient liés, quand même très liés au mouvement hip-hop, plus ou moins. Et une envie de s'emparer de cet outil-là, et les institutions prenant en compte cette envie-là, tout d'un coup, déversant des fonds publics, pas colossaux, c'était pas des milliards d'euros. Excusez-moi, vous n'entendez pas un petit fou sonore? Pardon. Les institutions répondant peu ou prou à cette envie-là, ce désir, en commençant à soutenir au niveau local d'abord des initiatives de médias dans les quartiers, etc. Et puis petit à petit, on y a pas mal participé, toi et moi, à l'émergence de fonds au ministère de la Culture pour soutenir ces médias-là de manière structurelle. Et il l'a fait grâce à Frédéric Mitterrand aujourd'hui, c'est 48 heures. On reviendra à Erwan, s'il vous plaît.
vous permettez, justement sur le financement de ces médias locaux, notamment en dernière partie de cet atelier, mais je voudrais revenir sur l'aspect purement social, en réalité, que vous évoquez à l'instant, c'est finalement la dégradation de la vie quotidienne dans ces quartiers. Je voudrais donner la parole à Clive. Où est-ce que vous le constatez, cette différence, cette dégradation entre le milieu des années 2000, c'est-à-dire 2005-2006, et aujourd'hui 2024? Est-ce que dans les quartiers, la situation est plus dégradée? Est-ce que l'état d'esprit, finalement, de la jeunesse des quartiers, et des habitants des quartiers au sens large, est finalement un peu plus compliqué aujourd'hui à saisir du fait des difficultés que vivent ces gens-là? Ouais, avant de répondre à cette question, je voulais simplement rappeler que moi je suis directeur de Kayna depuis 24 ans sur le territoire de la Bayade à la Mosson, sur un quartier prioritaire, et ça fait 24 ans qu'on a créé cette association et je suis fondateur, et que je ne suis pas là en tant que journaliste, je suis en tant que directeur. J'ai une équipe, un journaliste à l'association Kayna, et qu'il était important que vous rappeliez que je suis aujourd'hui au titre d'une association d'éducation populaire sur un quartier populaire de la ville de Montpellier, et que le média Kayna TV est venu bien après, c'est-à-dire en 2000 ça a été créé, et que Kayna TV, un projet de l'association, est venu en 2007, après avoir expérimenté pas mal de choses autour de la lutte contre la discrimination. Est-ce qu'il y a une dégradation des habitants, des jeunes sur les quartiers populaires? En tout cas, moi, ce que je constate sur le quartier sur lequel je travaille, mais aussi d'autres quartiers prioritaires de la ville de Montpellier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une... Oui, ça s'est dégradé. Et bizarrement, j'ai du mal à voir... Ça s'est dégradé parce qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui ont du mal à bouffer, il y a des parents qui ont du mal à nourrir leurs enfants, il y a des enfants qui ont toujours du mal, et ça date depuis un petit moment, à accéder à la formation, à accéder à la culture, à accéder à ce que tout enfant devrait avoir accès, et que cette dégradation, il me semble, vient d'une politique, d'une volonté politique qui n'est pas assumée par les pouvoirs en place. Et que la question de la jeunesse sur les quartiers populaires, c'est une vraie question, hein, et c'est des questions qu'on est toujours en train de traiter depuis 24 ans, nous, le secteur associatif, mais que ce n'est pas une prise en compte des pouvoirs publics. Il n'y a pas de politique jeunesse sur les quartiers populaires. Il n'y a pas une vraie volonté, il n'y a pas d'enveloppe pour la question de la jeunesse. Et donc, forcément, il y a une dégradation, il y a une amplification de la misère, mais en disant ça, j'ai quand même le sentiment que c'est des choses qu'on répète depuis 30 ans par différents militants ou de personnes engagées sur les territoires, et ce qui s'est passé, entre autres, on parlera des raisons de ce qui s'est passé le 27, 28, 29, c'est pendant 7 jours, une semaine, que c'est des choses qu'on avait un peu imaginées, qu'on avait prévenu, nous, acteurs sur les territoires, et que c'est pas surprenant. Parce que la dégradation, elle se fait... je vais vous donner un exemple très, très concret. Aujourd'hui, j'ai quelques jeunes en service civique à Kayna. J'ai des gamins qui sont quasiment livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire de familles monoparentales qui sont plutôt plus présentes avec leurs enfants, qui sont là à assumer le frère et la petite sœur sur ce territoire, et qui peinent à s'habiller, à manger
étrangers qui peinent à accéder à la mobilité, au transport, tout ça. Et comment faire pour faire en sorte que ces gamins puissent vivre de façon digne dans un territoire, dans une France qui a besoin à un moment donné de les considérer. Il manque. Ouais, ce qui me frappe beaucoup, c'est un manque de considération de ces gamins sur les quartiers populaires, et c'est ça qui est plutôt indigne. Alors, il est évident que les médias n'ont pas cet objectif finalement dit social, entre guillemets, puisque les pouvoirs publics peuvent mettre des politiques publiques en face, mais les médias ont un rôle, c'est-à-dire de raconter finalement l'ordinaire, de raconter ce qui se passe, de mettre finalement cette souffrance, entre guillemets, ces difficultés que vivent les habitants aussi en mots, en images, en son, pour justement informer la population. Comment on arrive à travailler aujourd'hui dans ces quartiers, notamment lorsqu'il se passe ce qui s'est passé avec Naël, qu'est-ce qui se passe dès les premiers jours, dès la première dépêche qui tombe, dès les premiers directs, comment on arrive aujourd'hui à traiter de ces questions en deçà évidemment des difficultés directes et notamment du danger du récit qui peut être imposé notamment par les versions policières. Nous, au Vendiblog, en soi, on est une rédac qui fonctionne avec des contributeurs. Au moment où il se passe ce qui se passe, donc on comprend assez rapidement. Enfin, mine de rien, on a quand même une petite surprise, dans le sens où des vidéos comme ça, c'est pas les premières qu'on voit. Moi, je pense à une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Nordine à Stank. Donc, c'est une vidéo qui est assez violente. Et on voit donc ce monsieur se faire attaquer par des policiers de la vacance civile. Il a pris 7 balles dans le corps, sa compagne en a pris une. Et cette vidéo, par exemple, elle n'a pas déclenché. Elle n'a rien déclenché. Donc en fait, quand moi je vois cette vidéo, je me dis, waouh, c'est chaud. Mais en soi, je me dis, on ne sait pas pourquoi ça part. En fait, pourquoi ça part pour Naël, pourquoi ça part pas pour le jeune qui a été tué à Aubervilliers la semaine dernière, on ne sait pas. Donc en fait, nous, évidemment, on se met tous en branle. Je pense que. Et c'est là où en fait, on voit la force aussi la raison d'être de notre rédaction. C'est que d'un coup, il y a une énergie folle qui se dégage, que même moi, je me vois dire à des jeunes du Vendiblog, notamment un qui est en stage à ce moment-là, Tidiane, je me vois lui dire, en fait, t'es en stage, tu vas arrêter de bosser. Parce que tu vas pas faire 7 jours. Et en fait, il y a vraiment un truc où là, on a un besoin moi, très tôt, en tant que rédactrice en chef, je me dis, j'ai pas envie qu'on fasse de l'édito, il y a Twitter, tout le monde donne son avis tout le temps. Là, ce dont on a besoin, c'est d'entendre la voix des gens. C'est d'aller à Clichy-sous-Bois, d'aller où ça tête. On a besoin d'entendre cette voix. Parce que quand on allume la télé, moi, quand j'allume la radio le matin, j'entends des types d'alliances qui disent que les jeunes qui se révoltent sont des nuisibles. Je pense qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ce terme, qui est ultra violent. Il y a effectivement un narratif qui change très très rapidement. Au début, au début, tout le monde voit cette vidéo. Il y a Gérald Darmanin d'ailleurs qui visiblement prend la mesure puisqu'il condamne en fait ce qui vient de se passer, ce qui est très rare. Gérald Darmanin qui condamne une action de la police, c'est très très rare, même si c'est pas unique. Mais très rapidement, toute l'attention médiatique est focalisée sur les voitures qui roulent. Et en fait, non. Parce qu'il y a un gamin de 17 ans qui est mort, donc c'est pas un cas isolé. Je regardais là l'histoire de faire la bonne élève, mais en fait, il y a eu 15 personnes au minimum en 2022 qui sont mortes des suites d'un refus d'obtempérer. Donc c'est qu'il y a un sujet. C'est pas un cas isolé. Il me semble que c'était 2 semaines avant la mort de Naël, il y a un gars qui est mort dans des circonstances exactement similaires dans une autre ville. J'ai plus son nom en tête malheureusement, mais là il n'y avait pas de vidéo. Il y a des chercheurs qui travaillent sur cette question des homicides policiers, pourquoi ça arrive, sur quel type de personnes ça arrive, dans quel type d'environnement ça arrive. Nous, malheureusement, c'est aussi des affaires qu'on traite assez régulièrement. Donc en fait,
peut-être que pour quelqu'un d'extérieur, tout ce qu'il voit, c'est une violence qui sort comme ça, complètement incontrôlée par de jeunes nuisibles qui veulent absolument attaquer leur d'eux. Enfin, nous, c'est pas exactement ce qu'on voit, parce qu'en fait, cette violence-là, elle répond à d'autres violences. Elle répond à une violence qui peut émaner de la police. Il y a une question qui n'a pas du tout été abordée par les pouvoirs publics à ce moment-là, c'est la question des relations entre la police et la population dans les quartiers populaires. Et je pense que c'est une question fondamentale sur laquelle il faudrait se poser tranquillement, de façon dépassionnée. Mais il faudrait vraiment que les pouvoirs publics en fait, se réveillent là-dessus, parce qu'il y a des gens qui meurent en attendant. Mais est-ce qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce qui explique que tout ce que tu dis, Elena, ne soit pas pris en compte, notamment par la profession, qui n'est pas une simple profession, qui est une profession intellectuelle? Je pense que pour le coup, il y en a qui le prennent en considération. Il y en a ceux qui travaillent de façon honnête, par exemple, je voyais là par exemple cette recension-là, elle n'est pas faite par l'IGPN, elle est faite par le Monde, par le service des décodeurs du Monde. Donc en fait, il y a des gens qui travaillent très sérieusement sur ces questions, sur la question parce qu'il y a une problématique avec la police, encore une fois. Il y a une problématique sociale, parce que cette violence-là, elle répond aussi à des violences qui sont institutionnelles et tout ça. Mais je pense qu'il y a des journalistes sérieux qui travaillent sérieusement sur ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas la télévision, au fond, qui cherche justement, par sa posture, parce que la télévision, par essence, c'est de l'image, il faut que ça... Il y ait du feu, il faut qu'il y ait de l'explosif. Donc, peut-être qu'en radio et en presse écrite, on travaille différemment, mais en même temps, on ne touche pas le même public. Et finalement, l'image médiatique, c'est plutôt l'image de la télévision, et non pas forcément des collègues, des confrères et des consoeurs qui travaillent peut-être avec plus de distance, et peut-être avec un peu plus de recul que mais ça tu as raison. Je pense qu'il y a la question de la télé, mais aussi par exemple, moi je me souviens qu'à cette période-là, j'écoutais la radio le matin, comme tous les matins. Comme je pense que beaucoup de journalistes écoutent France Inter, je regarde la matinale du Monde sur mon portable et tout ça, et j'écoutais la radio et j'avais entendu rire. Donc en fait, il y a effectivement certains journalistes, je pense, qui ont un regard très expert, plus expert que nous, sur la question des violences policières, mais il y a des journalistes français peut-être qui sont pris dans un flot d'actu, qui ne réalisent pas ce qui se passe. Et je pense qu'il y a aussi une distanciation qui est faite avec des jeunes de quartiers populaires dont on a construit une image, comme vous le rappeliez, depuis des décennies et des décennies en fait, dont on a construit une image de sauvage, clairement, on parle d'ensauvagement, on ne parle pas de choses que ça, dont en fait on n'arrive plus à rentrer en empathie avec. Et par exemple, si on fait la comparaison avec la crise des agriculteurs, c'est très intéressant. Les agriculteurs, c'est un corps social, il y a une histoire aussi, qui est très ancrée dans une France, qui a l'image d'Épinal, voilà, on voit les vaches, tout ça, la gastronomie, c'est très bien. Mais en fait, je n'ai aucun jugement de valeur sur leurs revendications et leur mode d'action par ailleurs. Mais les agriculteurs peuvent avoir des modes d'action qui sont extrêmement violents. Ça a aussi été le cas des Gilets jaunes, qui pouvaient avoir des modes d'action extrêmement violents. À aucun moment on les a qualifiés d'émeutiers. À aucun moment on a dépolitisé les revendications qu'ils pouvaient porter. Ou en tout cas, il y a un traitement qui est très différencié. C'est à quel moment, en fait, quelle colère est légitime? À quel moment on rentre en empathie avec ça? Parce que là, pour le coup, je veux dire, on pourrait dire oui, mais il n'y a pas eu de revendication, de fête et tout ça. Ainsi, en fait, justice pour Naël, justice et vérité. C'est vraiment ça. Et puis la justice, globalement, parce qu'on peut en parler, mais il y a tout un truc où quand on dit aussi, mais à pied au calme, c'est qu'en fait, encore une fois, comme vous disiez, il y a un truc où l'histoire se répète. Et à chaque fois, il y a très peu de condamnations. Il y en a très peu. Je crois qu'une des premières, c'était pour le frère Alioune Bentounsi, Alioune Bentounsi, qui a été tué d'une balle dans le dos. Le policier a épuisé la légitime défense, pour faire court. Une balle dans le dos. Et il a écopé de 5 mois avec sursis au bout de, je sais pas, des années de procédure. Et une bataille acharnée de sa sortie. Là, on voit par exemple le délibéré dans l'affaire Théo.
voilà. Et parallèlement, on a une justice qui est très forte avec les faibles. Quand il s'agit derrière de condamner les émeutiers, ça a été des peines qui étaient complètement hallucinantes. Dans les 10 jours. Voilà. J'ai les chiffres, je pourrais les donner. Erwan, pour aller justement dans le sens de ce qu'explique à l'instant Elena, est-ce qu'il y a une bataille des récits au fond aujourd'hui? Quand on parle des agriculteurs, des gilets jaunes, quand on parle des séparatistes basques, ce sont des entités qui sont organisées avec des porte-paroles, avec des congrès, avec une parole politique finalement, et donc il y a une bataille politique classique avec les pouvoirs en place, et donc on peut discuter, on peut vis-à-vis de la banlieue, il n'y a personne, il n'y a que des silhouettes, il n'y a que du feu, il y a des voitures qui brûlent, et on ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas avec qui on parle, et tout le monde en parle. Et donc, qu'est-ce qu'il faut corriger au sein des rédactions pour pouvoir justement traiter les questions peut-être différemment, d'autant plus que lorsque ça brûle, c'est compliqué d'avoir le recul. C'est justement lorsque ça brûle qu'il faut avoir des gens susceptibles de porter un discours peut-être un peu moins, peut-être plus apaisant que guerrier. Alors il y a une bataille, effectivement, mais les batailles on l'a perdue pour l'instant. Pour paraphraser ce que disait Warren Buffett sur les classes entre les riches et les pauvres. Les riches avaient gagné des classes. Warren Buffett étant riche. On peut dire que la bataille pour l'instant on l'a perdue, très clairement, et on l'a encore plus perdue qu'en 2005. Puisque en 2005, Le Monde, par exemple, alors Le Monde, pas un média évidemment qui va jeter de l'huile sur le feu, heureusement, mais au contraire, Le Monde va nommer pour la première fois, c'est une revendication, une vieille revendication qu'on avait dans nos milieux un peu alternatifs, que ce serait bien que dans chaque rédaction, il y ait un ou plusieurs responsables, chef de rubrique société, environnement, chef de rubrique international, etc., qui est un responsable, chef de rubrique sur les quartiers. C'était un peu des revendications. Luc Bronner est nommé d'un coup spécialiste, il travaille sur les questions d'éducation, semble-t-il, bien avant. Et après 2005, il va devenir spécialiste des quartiers. Pendant plusieurs années, il va faire énormément d'articles sur ces questions-là. Très gros travail de terrain par ce journaliste-là qui arrive à la tête du Monde après coup. Il a eu d'ailleurs le prix à Berlin. Il a eu voilà. Donc ça a été d'une certaine manière, il y a eu quand même, il s'est passé quelque chose à cette époque-là. Il s'est passé quelque chose. Bon, il a terminé sa carrière sur ce sujet-là en publiant un livre à charge contre les banlieues finalement, hélas. Il s'appelle La loi du ghetto, une vision assez rude et essentiellement sécuritaire de la question des banlieues, hélas, mais en tout ce temps où il était au Monde, il y a eu un travail assez bien fait par lui. Harry Rosenbach est aussi Harry Rosenbach arrive de 2005. Voilà, Harry Rosenbach arrive, mais ça, c'est quelque chose que nous avons toujours relativisé en disant que Rachid Arad depuis très longtemps là, il n'était pas au 20h, mais il travaillait déjà à France Télévisions, au service public depuis assez longtemps, à l'antenne 2. Donc des choses arrivent et nous on est là pour porter une parole un peu sur le thème. Harry Rosenbach ne fait pas la ligne éditoriale de TF1. Et tant qu'il n'y aura pas la réflexion sur la ligne éditoriale et donc le traitement fondamental dans les rédactions et donc la question du recrutement, etc., c'est ce que nous avons porté pendant de très longues années, ça n'avancera pas. Maxime Laridan, ici présent, pourra en dire un mot parce qu'il a initié un petit peu avant 2023, au sein d'abord de BFM TV, je lui laisserai la parole tout à l'heure, et ensuite avec d'autres rédactions, un travail de réflexion sur comment est-ce qu'on peut changer. Ce que tu dis en réalité, c'est que la matière on l'a, le diagnostic on l'a, c'est documenté, il y a des experts qui travaillent sur ces questions. Mais malgré tout, sur une vingtaine d'années, on n'a pas progressé. On a régressé parce que la situation c'est compliqué. Mais pourquoi? C'est ce que tu vois. Alors, moi je donne plusieurs raisons. Oui. Ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la clique, la situation sociale c'est globalement vraiment très considérablement aggravée. Donc fatalement, il y a plus de tensions dans l'ensemble de la société qui surréagit de plus en plus facilement de l'extrême droitisation des discours. Il y a maintenant des médias, clairement, qui ont pour agenda politique de jeter de l'huile sur le feu sur ces questions-là. C'est leur objectif. De même que Fox News, à une époque, a changé la mentalité dominante aux États-Unis, nous avons aujourd'hui en France, Bolloré, et pas de les citer, des gens qui ont clairement pour objectif de créer des conditions
je ne vais pas appeler d'une guerre civile, mais enfin, en tout cas, d'une rupture, d'une brutalisation très objective du récit sur les banlieues. C'était très clair. Bon, et ça c'est nouveau. En 2005, ça n'existait pas. En 83, encore moins. Tout le monde était en train d'essayer de temporiser, de calmer le jeu, etc., etc. Il y a des gens qui, au contraire, jettent de l'huile sur le feu. Et ils se servent évidemment pour ça, ils se servent non seulement des images, comme tu disais, on s'en est tous rendu compte dans les quartiers. Tu peux toujours aller interviewer 50 personnes, des sociologues, des jeunes des quartiers, des vieux, des mamans, tout ce que tu veux, etc. Si tu as de faire des dizaines d'heures d'interviews passionnantes qui relativisent, qui expliquent la complexité des situations, etc., tu mets 30 secondes d'images de voitures qui crament, le reste, personne ne s'en souvient. C'est mécanique, c'est chimique, c'est le cerveau humain qui fait que, grosso modo, tu es choqué. Tu peux être un intellectuel de bac plus 12, tu vas avoir des images brutales, violentes, tout ce que t'aura dit le sociologue machin bidule avant, ça sera oublié. Ça sera oublié. Donc il y a des mécanismes sur lesquels jouent les réseaux sociaux et les chaînes d'info continue encore plus, qui n'existait quasiment pas en 2005, elles ne continuent non plus. Donc des mécanismes très clairement d'activation de l'émotion, de la sensibilité, l'exacerbation de tout ça, qui se sont démultipliés depuis lors. Et qui font que les situations sont devenues très volatiles, très ingérables. Mais à l'intérieur des rédactions, des médias divers et variés, notamment le service public, est-ce que vous ressentez une réflexion en interne? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Ouais, je préférais d'autres gens, parce que moi, je n'ai pas fait d'études de journalisme. Je vais donner la parole. Je n'ai pas fait d'études de journalisme, j'ai écrit plus d'un millier d'articles sur les banlieues, dans les médias de quartier, etc. À chaque fois qu'on a tenté de créer des passerelles avec les médias grand public, et notamment le service public, on s'est cassé la mâchoire. Donc, j'en reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure, parce que passer la parole effectivement un petit peu à Maxime ou à des gens du public qui pourraient en parler. Puisque tu as cité ton collègue, tu peux nous présenter tout ça les gens. Maxime Naridan, je suis journaliste et j'ai été cofondateur de Vues et Quartiers que j'ai présenté maintenant chaque année depuis 4 ans aux ECS, régulièrement invité. C'est toujours un plaisir de venir. C'est un annuaire de contact dans les quartiers prioritaires et c'est un sujet, en fait, pour répondre justement à ce que disait Elena, on a un problème d'expertise dans les rédactions sur les questions du quartier et je crois que la réponse qui avait été apportée avec des postes spécialisés, Erwan cite l'exemple du Monde, je peux citer celui du Humain aussi. Je me souviens d'une rencontre qui avait été organisée par Erwan au Media Lab à laquelle participait le Bondi Blog, c'était Nassira à l'époque, et le journaliste de l'UMA, l'un des deux en charge de la question du quartier. Et en fait, le service dédié aux banlieues à l'UMA a été démonté par l'UMA 2 ans après. Parce qu'en fait, cette notion d'expertise, au fond, il y a eu un élan après 2005, et puis à un moment donné, c'est redescendu. Il y avait aussi une disparition de mission dédiée à les questions du quartier. Et le problème en fait que l'on a dans les rédacs, et notamment les rédacs nationales, n'est pas un problème de spécialisation, c'est que les services d'information générale ne voient ça que par le prisme de police-justice. Avec un seul réflexe conditionné lorsqu'il y a un traitement de l'actualité de crise sociale, et ça dépasse très largement les questions des quartiers, qui est le recours à des sources police-justice qui se résument en fait, et on l'a vu avec l'affaire Naël, uniquement aux syndicats de police. Sauf que le job des syndicats de police, leur seul job, c'est de défendre leur corps avec toute la mauvaise foi possible, parce que leur job, c'est de défendre leurs membres, leurs électeurs, ce n'est absolument pas l'établissement de la vérité. Et donc ils sont capables d'organiser volontairement, sciemment, des fuites d'infos de type rupture de secret d'instruction, que l'on prend pour argent comptant dans les rédactions, parce que c'est le premier truc que l'on a, sauf qu'on découvre 48, 72 heures après que tout est bien. Dans le cas de l'affaire Naël, ça a été immédiat, le jour même, le 27, il y a la mort de Naël, et tout de suite, on a déjà des rumeurs de il a un casier judiciaire, comme disait l'autre sur ces news, blanc comme le bras. C'est complètement délirant. Il a fallu que l'avocat finisse par réagir, mais ce qui a été extraordinaire en positif, que négatif, c'est que la démultiplication des acteurs, la démultiplication de l'utilisation des réseaux sociaux, le réflexe conditionnel de l'utilisation de la vidéo, fait que c'est pas qu'il y a une explosion de la violence policière, c'est que cette violence policière qui existait avant dans l'ombre, maintenant est beaucoup plus visible. On a beaucoup plus de points de référence. Il y a beaucoup plus d'acteurs, ce qui veut dire qu'il faut faire de plus en plus attention à qui on écoute et à pourquoi et quelles sont les intentions. Il faut que les chaînes d'opinion, si elles ont le droit de citer, il faut que ce soit officiel. Il faut qu'elles puissent dire voilà, notre job, c'est pas l'info, notre job, c'est l'opinion. Il y a une chaîne d'info. Il faut qu'on sache qui parle et d'où on parle.
la réponse qui était dans le temps d'apporter avec les quartiers n'est pas une réponse parfaite. Il y a même un de contact sur les acteurs habitants, acteurs associatifs dans les quartiers prioritaires qui s'inscrivent sur un annuaire pour dire, en fait, si jamais la presse veut nous parler, nous on est disponible pour casser un peu ce fossé entre la presse et les personnes qui vivent dans les quartiers. Maintenant, ça ne marche que s'il y a de la bonne volonté des deux côtés. S'il y a une bonne volonté de la part des habitants qui sont évidemment frustrés devant la télévision, en écoutant la radio, en lisant la presse, en se disant que l'image qui est rendue n'est pas conforme à leur réalité, à leur quotidien. Puis il faut une bonne foi de la part de la presse, qui soit capable de dire, lorsqu'on leur fait un reproche légitime, argumenté, de dire vous avez mal traité cette activité-là, que la réponse ne soit plus on n'est pas les bonnes sources. Alors ça, alors, excusez-moi, qu'est-ce qui explique, vous l'avez dit tout à l'heure, que au fond, le traitement éditorial des questions de banlieue soit fait souvent, généralement, sous le prisme de la police et de la justice, et que, par ailleurs, en réalité, les médias, enfin un certain nombre de confrères ou de consoeurs qui publient un certain nombre de choses, n'ont pas de compte à rendre vis-à-vis de ce travail parce qu'il est sur la banlieue, alors qu'il ferait la même chose sur une grande institution, sur une grande marque, sur une personnalité. Parce qu'il n'y a pas de médias. Ils auraient finalement des comptes à rendre. Il n'y a pas de syndicat des banlieues. Oui. Non, mais qu'est-ce qui explique qu'on peut y aller comme on veut, quand on veut, même parfois avec les pieds, et on va chercher plutôt la confirmation d'un préjugé ou d'un présupposé, qu'on ne le fait pas ailleurs lorsqu'on traite des fois d'éléments sur des gens qui sont susceptibles de nous demander des comptes. Moi, je n'ai jamais vu autant d'erreurs, par exemple, sur le traitement d'un grand syndicat, ou d'un... Voilà, donc il y a bien une question d'inégalité par rapport au public traité. Je vais juste expliquer un tout petit point de parcours. Je ne suis pas moi-même. Non, mais je ne vous mets pas en accusation, c'est juste que j'essaie de comprendre en fait. Au contraire, justement, je vais aller dans votre sens. Je n'étais pas rapporteur de terrain. Je n'étais pas moi-même spécialiste des quartiers, je suis toujours là d'ailleurs. Mon seul job, c'est d'administrer une asso qui fait un annuaire de compétences syndicales. J'étais en charge des questions déontologiques. Et c'est par ce biais que je suis arrivé sur la question du quartier. Comme sur d'autres thématiques, comme sur le handicap, comme sur... En fait, toutes les thématiques sur lesquelles on était fondamentalement mauvais parce que faute d'expertise et faute d'intérêt continu sur le sujet, on démarque uniquement en période de crise et on démarque avec le mauvais vocabulaire, la mauvaise culture générale, la mauvaise connaissance du dossier. Donc, dans ces cas-là, c'est un peu le même réflexe que pour n'importe quel sujet sur lequel un acteur en chef envoie un reporter sur le terrain. Il lui dit voilà la thématique sur laquelle on devrait faire ce sujet. Le reporter doit être capable et sur le terrain de changer de langue, de dire en fait ce que j'ai vu n'est pas ce que l'on pensait avoir et que la production finale soit du coup amendée en fonction de ce qu'on voit sur le terrain. Partir avec un biais, c'est possible, mais le travail du journaliste, c'est justement de confronter ce biais à la réalité du terrain et à dire on a raison, on a tort. Et corriger le tir. Et ça vaut pour nous aussi. Enfin, c'est ce qu'on essaie d'apprendre. Non, je disais que ça vaut pour nous aussi, c'est-à-dire, je pense que nous, au Bon Blog, par exemple, on ne prétend pas détenir la vérité ou représenter l'ensemble des quartiers populaires de France et compagnie, et on fait beaucoup le reproche, par exemple, d'être militant, souvent. C'est un reproche qu'on ne fait pas à Geoffroy Lejeune. Voilà. Je le souligne au passage, mais je pense que ce qui peut juste nous prémunir de ça, c'est effectivement, à chaque fois, nous-mêmes aussi, on peut avoir parfois des facilités de penser. On ne fait pas du journalisme bidon, on va pas chercher ce qu'on a envie de trouver et on confronte tout le temps. Et c'est vraiment ça en fait. C'est ce que je disais quand il y a eu Naël. Le premier truc qu'on a fait, c'est ce qu'on sait faire. C'est vraiment, on a ouvert les portes et on dit bah voilà, allez là, allez parler aux gens. Allez, et encore une fois, la question c'est pas la neutralité, c'est vraiment l'honnêteté. L'honnêteté, la rigueur dans notre travail. On peut se tromper par ailleurs et c'est bien de le connaître quand on le fait, mais c'est vraiment, il y a un besoin de renouer une relation avec les médias qui est aussi hyper complexe, qui est aussi hyper violente, qui est brutalisée comme on le voit sur ces news. Franchement, se faire insulter toute la journée en tant que musulman, en tant qu'habitant du quartier populaire, ça met pas dans un bon quand on voit quelqu'un arriver avec une caméra. Donc il y a des choses qui sont à reconstruire et il y a beaucoup de... Enfin, il y a un sérieux qui nous manque, je pense. Madame ?
Oui, merci, bonjour. Moi, je suis nouvelle en France, je suis palestinienne et ça fait 2 ans que j'habite. Et en fait, quand je suis arrivée, je pensais que waouh, la France, c'est l'égalité, c'est vraiment de l'extérieur. C'est vrai. Oui. Donc, et bon, parfois c'est exagéré quand on parle de quartier, etc. Et je vous avoue que j'ai eu une expérience assez difficile et que je comprends mieux maintenant. C'est que mon fils est arrivé avec un arabe parfait, donc on l'a mis dans un lycée public. C'est pas pour vous raconter ma vie, mais en fait, c'est que je vois un peu qu'il y a un problème à l'origine de quelque chose qu'on doit régler. C'est pas la police. Je veux dire, la police, c'est le résultat de quelque chose d'idéologique, institutionnel, immense. Parce que même au lycée, il y a des problèmes. Et donc, juste pour vous dire très vite, un exemple, parce qu'on était choqués, c'est qu'il y avait la photo de classe, et bien sûr, toute sa classe était représentative du Maghreb, de l'Afrique, du Sénégal, etc. Et mon fils palestinien, et ils ont dit, la prof leur a dit, vous faites une photo rigolote. Et les garçons et les filles se sont mis à dire, on veut amener le drapeau de nos pays d'origine. Et là, c'était la catastrophe. La prof, hors de question, vous êtes français, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit, et ça a explosé dans la classe. Et mon fils, il était choqué, parce qu'en fait, on arrivait du Liban, où voilà, on portait tous les drapeaux, Palestine, Liban, France, et il a dit, mais madame, moi, je veux bien porter le drapeau palestinien, et elle a dit non, parce que sinon, on va le considérer Hamas. Et là, il lui dit, mais si je porte le drapeau français, on va me considérer Zemmour. Et là, elle était choquée par sa réponse, et elle n'a pas voulu le voir, et pendant toute l'année, ça a été catastrophique. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a un problème d'intégration. On parle toujours d'intégration en France, mais je trouve que c'est habituel de ne pas laisser les enfants être fiers de leur culture originale. Voilà, et je pense que ça c'est un problème réel qui fait que voilà, ça fait une série d'événements. Et je me posais la question, est-ce que vous pensez, est-ce que quelqu'un a pensé à l'intégration à la façon anglaise, où les gens sont fièrement, ils disent I am Pakistani British, I am Indian British, I am... ou le Premier ministre voilà, qui est là, qui n'est pas forcément un Français. Et je me pose vraiment la question, est-ce que le problème c'est CNews et les gens à droite, ou est-ce que c'est un problème global en France? Parce que j'ai l'impression que même les gens qui sont au centre, ou même à gauche, hein, ils ont une vision, après les attaques terroristes à Paris, un arabe il ressemble à celui qui a fait l'attaque. Et c'est hallucinant quand je vois ça, comment, même les médias, hein, je veux dire, je pense pas que c'est seulement les gens à droite qui sont comme ça, je pense qu'il y a un problème général en France. Merci beaucoup. Les médias sont finalement que la synthèse de ce qu'est la société. Après, le problème, c'est que les médias ont des chartes, des règles, des traitements, des choses comme ça. C'est pas parce que la société grince que les médias doivent forcément grincer. Bonjour. Pour revenir un peu sur ce que vous avez pu dire, non, je suis citoyen, des assises, le sujet m'intéressait. J'avais un peu l'impression que vous étiez en train de dire qu'il y avait une forme d'erreur dans le traitement et pas forcément un choix. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Et en fait, j'ai plus l'impression inverse quand on voit ce qui a pu se passer à Romans-sur-Isère, où en fait il y a une manifestation d'extrême droite qui viennent casser des jeunes, etc. On ne le traite pas de la même façon. Et là, tout à l'heure, vous expliquiez qu'il fallait un peu de sensationnel avec les images, etc. De voir des policiers tuer un jeune, je trouve que ça a l'air quand même plus impressionnant que des voitures qui brûlent et des jeunes qu'on va appeler émeutiers pour essayer de rester sur ce thème-là. Et en fait, j'ai l'impression que justement, il y a un choix journalistique dans les rédactions, de manière assez générale, pas que sur CNews, de privilégier le côté un peu les grands méchants des quartiers populaires, et quand il s'agit de l'extrême droite, on va être beaucoup plus complaisant. Il y a d'autres exemples. Il y a eu des manifestations à Lyon où vraiment, je crois que c'était un 1er mai ou quelque chose comme ça, où vraiment ça ressemblait à une marche nazie en plein milieu de Lyon, etc. Et en fait, on traite de manière assez simple en disant l'ultra-droite a été à manifester à Lyon, et c'est tout, en fait, on passe à autre chose. Et j'ai plus l'impression qu'il y a un choix journalistique, même si dans la représentation, on a plus l'impression
de dire que les journalistes sont de gauche. Mais comment vous imaginez une conférence de rédaction, par exemple, un matin, lorsqu'il y a un événement comme par exemple le 1er mai au soir, comment vous imaginez que des collègues ont pu travailler sur la question de cette musique? Justement, je ne sais pas. Après, j'ai la représentation de la série The Newsroom, pour ceux qui peuvent connaître la référence. Voilà. Est-ce qu'il y a des journalistes parmi nous, des étudiants journalistes qui étaient en stage, par exemple, à un moment où ils ont assisté à une conférence de rédaction où les choses étaient explicites ou implicites? Non, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que toute la profession se lève tous les matins pour décider de taper sur telle ou telle catégorie de la population. Bonjour, je suis étudiant en journalisme à Nantes et j'étais au courrier de l'Ouest étranger précis et c'était pendant les émeutes de Noël. Donc la difficulté là-bas c'est que j'étais seul, enfin il y avait très peu de journalistes. Donc ce qui fait qu'on m'a envoyé sur les quartiers. C'était la première fois que j'allais réellement dans les quartiers. Donc ils t'ont envoyé, c'est-à-dire que j'ai découvert l'événement. Ton rédacteur en chef t'a demandé d'aller. Mon rédacteur en chef m'a dit voilà, les voitures brûlent. Pour lui c'était ça, donc les voitures brûlent, va là-bas. Et donc arrivé là-bas, c'était la difficulté de qu'est-ce qu'on raconte uniquement les voitures qui brûlent, est-ce qu'on va voir les habitants pour leur dire que pourquoi vous faites ça tout simplement. Et en fait il y avait la difficulté, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était la difficulté policière. On était bloqué par la police, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait absolument rien dire. Et on était bloqué en fait. Il y avait même si on présentait notre carte de presse ou nous sommes journalistes, on vient faire un reportage, non, vous passez pas, ça brûle. Alors que la violence, elle n'était pas aussi grande qu'on pouvait le voir à la télé. Des voitures brûlées, mais il y avait peut-être 4 voitures qui brûlaient, ce n'était pas la majorité. Et donc la violence policière, elle est réelle. En fait, dans les quartiers, il y a un réel problème. Et aussi, il y a un blocage du travail du journaliste. On ne peut pas travailler correctement quand on a des relations comme ça avec la police. Et donc, je te tutoie, excuse-moi, mais donc tu es rentré, qu'est-ce que tu as raconté? J'ai fait un papier classique, c'est-à-dire tant de voitures brûlées. Mais t'as pas raconté ça? Du coup, j'ai couvert toute la nuit, enfin j'ai été quasiment toute la nuit dans le quartier en question, le quartier Roseraie, pour ceux qui sont mangés. Donc toute la nuit dans le quartier à suivre un petit peu ce qui se passait, les émeutiers pour le coup, parce que c'est comme ça que je les ai appelés dans le quartier. Et après je suis retourné, c'était une de mes volontés qui a été acceptée par le chef, mais après beaucoup d'insistance on va dire, d'y retourner 15 jours après. Au départ, vous ne voulez pas? Au début, pas. Il n'y a pas de sujet d'actu. Pourquoi y retourner, c'est fini. Donc on a bien dévié. Et c'est ça le problème. Et souvent, moi, en étant en stage dans différentes presses, quand il y a des événements comme ça, c'est la première question que je pose. Est-ce qu'on y retourne 15 jours après ou 3 semaines après? Est-ce qu'on pose des questions aux gens pourquoi ça s'est passé? Oui, parce que les savantes restent à Montpellier quand les journalistes partent. Les acteurs sociaux restent place et eux doivent gérer le service après-vente. Exactement, parce que toutes les associations en fait, qui sont présentes sur place, elles en pâtissent, elles le voient directement. Je pense à certaines associations d'éducation aux médias qui sont là et qui font de la sensibilisation. Derrière, elles n'ont plus personne à leurs ateliers parce qu'elles ont vu BFM débarquer. Je suis désolé pour avoir cité. Non, mais on est entre nous ici. Ouais, forcément, ils ont peur, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, des caméras. La caméra rentre. Je déplore aucun secret, je pense que les publics savent très bien de quoi on parle. Oui, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Camille Scali, je suis étudiante aussi à l'IPJ, donc à Dauphine à Paris. Et je voulais faire un peu la transition sur la question de la jeunesse, puisque dans toutes les manifestations, j'ai trouvé très intéressant et pertinent les comparaisons qui ont été faites au niveau des agriculteurs, des gilets jaunes et les jeunes, et des banlieues, parce qu'il y a vraiment le dénominateur commun de toutes les manifestations dans les banlieues, c'est que ce sont des jeunes. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi à reconsidérer la parole des jeunes? Comment est-ce qu'on lui donne du crédit, ou au contraire, est-ce que comme c'est une parole de jeune, on ne la prend pas en compte et on la discrédite d'office? Et comment ça se passe dans ta formation? Est-ce que vous en parlez avec les profs? Est-ce que vous imposez aujourd'hui qu'on traite les choses différemment? Ou est-ce que vous prenez argent comptant ce qu'on vous raconte à l'IPJ? C'est une vaste question sur la question des sujets. Justement, nous, on nous invite en fait à vraiment apporter un œil nouveau, et on se rend compte qu'en dehors de ce vase clos un peu des murs de notre école, en entreprise, en médias, ça se passe différemment.
différemment, et quand on est jeune, enfin après moi je suis pas en alternance, je suis pas en stage, donc c'est un peu compliqué de parler d'expérience de médias, mais c'est difficile d'imposer ces sujets. Et après nous, LPJ, enfin en tout cas on avait un projet de reportage sur une semaine où on était dans des quartiers populaires à Paris, mais on n'était pas en banlieue non plus. Et après, je sais pas, c'est des sujets très spécifiques qu'on a pu aborder en tout cas. Oui, devant vous, il y a un jeune homme. Puis après, on va venir vers ici. Arthur Louis, je suis à Louisville. Ça va, on a toutes les non, juste pour dire que dans notre école, on a des projets perso qui ont été mis en place. On est accompagné par des journalistes qui nous encadrent. Et un des thèmes possibles à aborder, en tout cas, il y a des groupes, on est répartis par groupe, et un des groupes travaille sur la thématique des quartiers, justement, avec plusieurs moments, plusieurs jours d'immersion dans les quartiers, justement, pour apprendre et mieux comprendre et mieux savoir en parler, etc. Donc c'est, je pense, un peu un message d'espoir, en tout cas. Cette future génération de journalistes qu'on a dans les écoles, je pense, est un peu plus sensibilisée et j'espère ne reproduira pas forcément les mêmes erreurs qui ont été faites par le passé. Et puis de manière générale, on le sent dans la mentalité, en tout cas dans mon école, hein, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, peut-être que c'est pas comme ça, mais chez nous on sent qu'il y a une sensibilité qui est en train de monter, qui est plus explicite, et tant mieux d'ailleurs. Très bien. Devant, Lionel, Madame. Alors bonjour, moi je suis Gata Yezid, je suis pas du tout parmi vous, ni étudiante en journalisme, rien du tout. Je suis jeune citoyenne aussi, issue de quartier prioritaire de la ville. Déjà cette appellation je l'aime pas. Personnellement je trouve elle est grave stigmatisante, mais ça c'est un autre sujet. Sur la question en fait des médias et même en général, c'est vrai que issue de quartier, c'est vrai, moi je suis dans un quartier, du coup, je suis de Tours moi personnellement, du coup je suis issue d'un quartier de Tours qui a subi des émeutes, enfin même des émeutes. Comment vous dire, en fait, il y a une manière dont les journalistes, bon après c'est en Touraine, hein, c'était pas des journalistes, je remets pas en doute le travail de chacun. Là, oui, vraiment locaux et même des personnes en fait qui se faisaient passer pour des journalistes mais qui étaient en fait des associations militantes ou quoi que ce soit et qui essayent de vous avoir en fait. Les gens s'ils se présentent pas, ils vous font croire qu'ils sont journalistes, du coup eux, moi pour ma part, le journalisme, je trouve que même l'âge ou quoi que ce soit, c'est vrai que moi c'était des personnes encore une fois qui m'interrogeaient, c'était des étudiants en journalisme, mais qui mettaient trop d'avis politiques dans... et ils me laissaient même pas parler, c'est-à-dire pour compléter les choses, je disais quelque chose, oui bah du coup on en revient. Moi je suis pas là pour faire de la politique en fait, je dis ce qui se passe, j'essaye un peu d'aider, mais même la parole des personnes issues de quartiers prioritaires de la ville, elle n'est pas prise en compte. Quand on tombe sur des articles en fait, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'ampleur et c'est des choses totalement transformées. On parle d'un quartier comme si c'était une ronde où je devais sortir armée ou quoi que ce soit, alors que moi qui vice-présidente du quartier, du conseil de mon quartier, quand on se met, quand on discute un peu de tout ce qui a été mis sur le tas, c'est vrai qu'il y a des choses mais horribles qui ont été dites. Et en fait, comme vous disiez tout à l'heure, c'est si on ne fait pas d'ampleur, si on ne dit pas vraiment des choses pour attirer le public d'en face, en fait ça attire personne, donc les choses éditoriales, etc. ne seront pas en valeur. Merci. Je ne sais pas, quelqu'un avait levé la main ici, c'est bon, allez-y. Du coup, c'était pour revenir sur ce qu'avait dit le jeune étudiant à Nantes. Je pense que c'est surtout le problème des biais, notamment, la plupart des grandes rédactions qui sont à Paris, elles ont un prisme qui malheureusement édulcore beaucoup tout ce qui vient des quartiers populaires. Et en fait, il y a aussi ce soupçon de militantisme quand on a envie d'aller voir d'autres sources. Et c'est ce que tu disais, Elena, malheureusement, quand on a envie de parler avec des gens comme vous, automatiquement, on va se retrouver en rédaction et parfois en plus, si on n'a pas la bonne couleur de peau, je suis désolée de le dire comme ça, mais
on va être automatiquement taxé de militant. Donc c'est difficile aussi de parler et de se positionner sur ces questions-là. Et des fois, en fait, voilà, on est obligé de faire des sujets un peu sans recul pour parler, de dire, juste dire, il y a 3 voitures qui ont brûlé, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas vraiment de revendication, alors que s'il y a des revendications, il y a des choses qui sont exprimées, on peut l'entendre sur le terrain, mais malheureusement, on a du mal à relayer cette parole parce qu'il y a des biais et une remise en question de le sérieux, la véracité de ce qui est dit en fait. Merci beaucoup. Allez-y, priorité aux jeunes. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur les formations en école. Personnellement, je viens du CELSA, enfin, je suis au CELSA. Allez, alors on a qui? On a l'IPJ, le PJT, le PJT, IJPA. Allez, au campus, bravo. Et nous, notre école, elle a nous. Donc déjà, voilà. Normalement, sur scène, le Ballonnerie. Et au niveau des sujets, nous, ils veulent du chaud et de vocabulaire, voilà, c'est pas grand-chose, on trouve des trucs autour. Personne n'a aucune sensibilisation sur les questions sociales, sur les questions qui touchent les quartiers populaires. Et pareil, quand on est étudiant déjà, on est une des écoles les plus diversifiées, des écoles reconnues. On est déjà assez peu, je trouve, dans les promos issus de l'immigration et compagnie. Et en plus, quand on vient d'un quartier populaire, il y a déjà un regard qui est posé sur nous en tant qu'étudiants. Et je reviens sur ce que Namo a dit. Quand on veut, par exemple, le Bondi Blog. Oui, j'y suis. On y est. Mais par exemple, il y a une femme à filleule qui est en M1, elle a voulu faire un stage au Bondi Blog et on lui a dit non parce que c'était du militantisme. Enfin voilà. Donc, on veut des noms, on veut des noms. On pourrait faire toute la nature pour ça. On a un biscuit dans l'approche, mais on va donner la parole. Oui, après, moi, je suis voilà. Maintenant, du CDJ, donc le Conseil de déontologie. Je ne vais pas intervenir là-dessus, mais je voudrais. Bon, j'ai 45 ans d'expérience professionnelle, donc excusez-moi de revenir un peu en arrière. Ce qui frappe beaucoup dans vos témoignages, dans ce que vous disiez les lettres à la tribune, c'est 2 choses. C'est la disparition dans les rédactions de journalistes spécialisés sur des questions. Je prends un exemple qui n'est pas celui dont on parle, mais qui est très parlant. Il y a 30 ans, dans les grandes rédactions, il y avait un service social qui se préoccupait des questions sociales, la vie des gens, pas la vie des syndicats, la vie des gens, les conditions de travail, les rythmes de travail, etc., et qui traitait ça. Tous ces services ont disparu au profit de services économiques, purement économiques. Donc toute la compréhension du social a disparu dans ces grandes rédactions. Je pense que ce que disent les jeunes confrères là, c'est l'absence dans les rédactions, les grandes rédactions aujourd'hui, de gens qui sont spécialisés sur ces questions. Et donc on les envoie sur le terrain sans qu'ils aient les contacts et les clés peut-être pour pouvoir travailler là-dessus. Les plus proches et leur origine des quartiers pour certains d'entre eux leur donnent cette proximité, leur permettent peut-être de faire un travail un peu moins biaisé, mais quand même un peu biaisé. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est quelque chose qui a énormément changé à mon avis en 30 ans, c'est le rôle de la police par rapport aux journalistes sur le terrain. Il y a 30 ans, vous alliez sur une manif, vous pouviez aller discuter avec le manifestant à 2 mètres du policier. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus franchir le cordon de police. Et il y a des officiers de police qui sont devenus des officiers de presse et qui vous empêchent de travailler. Je pense que je ne dis pas que ça explique tout, mais je pense que ces 2 biais-là sont des biais essentiels pour essayer de comprendre ce que, je crois, Erwan disait tout à l'heure, c'est la dégradation de la couverture par les grands médias sur ces questions. C'est simplement 2 hypothèses. Merci beaucoup, Pierre, merci beaucoup. Un ancien journaliste américain disait, au début de ma carrière, je prenais mon petit-déj dans une brasserie en bas à New York avec des ouvriers. Aujourd'hui, je dîne avec des chefs d'entreprise. C'est peut-être ça, en fait, la différence de notre profession. Oui, justement, vous parliez du contenu des cours. J'avais juste une question pour l'ensemble des écoles, vous ne connaissez pas, les gars, un peu. Est-ce que vous avez dans votre cursus des cours de déontologie ici, de déontologie de la presse, ici oui, combien de temps? Je connais la réponse pour l'IPJ. Oui. Ah, je connaissais déjà la réponse pour... C'est ce que j'ai pas entendu la dernière remarque. Non, pour l'IPJ, c'est Pascal qui fait un cours. Oui, voilà. C'est Luciana. On a beaucoup de temps consacré à l'IPJ, en tout cas à la déontologie. On a un petit mémoire à faire qui prend la forme d'une présentation orale
et aussi dans une présentation écrite, et on aborde énormément de thématiques de déontologie. Et du coup, sur 2 ans de cours, combien de temps consacré en heures de cours à des questions de déontologie comme ça? Je ne saurais pas dire en heures de cours, mais on a un semestre entier avec, je pense, 2 heures, 3 heures par semaine. Donc c'est assez conséquent. Les autres écoles? À Sciences Po, on a 2 heures par semaine sur un semestre en première année et sur un deuxième semestre en deuxième année. L'ISCAM, c'est 20 heures le semestre. À Metz, on a 12 heures. À Nantes, on est à peu près sur le même tarif, c'est à peu près un semestre où on a 3 à 4 heures de déontologie. 16 heures. Non, désolé. Désolé, on va donner toujours. Mais je reviens. C'est comme ça, vous embêtez. Sur les cours de déontologie, je trouve que ce qui est dommage, c'est que certes, on a eu quelques heures où on a parlé des chartes déontologiques et tout ça, mais en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre ce qui est dit dans ces chartes et des trucs en théorie et comment on va les appliquer après sur le terrain. Et ça, c'est. Enfin, du coup, je me demande au final à quoi ça sert, parce que c'est complètement isolé du reste du travail, et on va pas, par exemple, quand on va faire des simulations de conférences de rédaction ou quoi, on va pas nous dire ah bah là sur ce sujet, attention, c'est délicat, faites attention à ci, faites attention à ça. Donc, moi, je suis pas prof de journalisme, je suis étudiante, mais dans l'idée, rien qu'à mon stade, j'imagine déjà d'autres manières de faire pour qu'on puisse vraiment saisir ces théories-là sur le terrain, quoi. Pas d'exemple concret? Pas de retour sur justement le traitement qui a été fait de la fin d'année, les erreurs qui ont été dénoncées dans les premiers pas vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'on nous apprend plus à être à savoir faire les choses, à être employable, à trouver un emploi, machin. Et en fait, comme on sait déjà qu'en rédaction, on n'aura pas forcément le temps de débattre et tout ça, en fait, il y a déjà une sorte d'abandon au stade de l'étude. J'ai l'impression que les profs, ils savent déjà que c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Et du coup, on nous habitue, j'ai l'impression, dès les études, à, même sur plein de trucs, on pourrait parler de plein de choses, hein, même du code du travail, plein de trucs que du coup, à notre stade, on ne travaille pas. Je vous invite vraiment à lire les livres de Jean-Marie Charon. C'est pas, vous ne sortez pas avec l'enthousiasme. Il y a une espèce de lucidité sur finalement la dégradation de la profession aussi. On a parlé de la dégradation évidemment de la société, des problématiques sociales, mais il y a aussi, on est aussi dans une profession qui se précarise de plus en plus et qui va plutôt à l'essentiel. Et souvent le rêve d'adolescent, de jeune adulte, qui est celui des jeunes journalistes, se confronte à une certaine réalité qui parfois est assez difficile. Et d'ailleurs, le taux de départ en profession augmente de plus en plus. Je crois au bout de 6 ou 7 ans, on quitte la profession pour un certain nombre de jeunes. Donc ça pose vraiment des questions importantes. Il est 12h et quelques minutes, et comme on passe à 12h30, et je voudrais encore poser 2-3 questions, mais puisque on vous a dit ici que vous avez la parole, donc je tiens mes promesses. Oui, c'était pour compléter ce qui a été dit. Moi, je suis à l'école de journalisme de Grenoble, et en fait, je constate que oui, on a pas mal de cours de déontologie, on a tout un semestre, presque 2 heures par semaine à peu près, mais en fait, c'est des cours qui sont complètement déconnectés de la réalité. On étudie des chartes, des grands principes qui sont plus du tout appliqués en France. On apprend que quand il y a un rachat, un changement de ligne éditoriale, les journalistes doivent être prévenus, doivent être d'accord. Bolloré rachète des médias à l'appel, ces questions-là ne sont pas respectées. Donc aujourd'hui, il y a un écart qui se creuse entre la déontologie, ces grands principes, et nous, ce à quoi on va être confrontés, ce qu'on va nous demander de faire sur le terrain. Sur la déontologie, je me dis, je pense comme ça parce que moi je sais qu'en tant que journaliste, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup. C'est qu'il y a pas mal de médias qui ont des lettres enquêtes, par exemple, je pense à la lettre enquête de Mediapart. Il y a Déferlante aussi qui a pas mal de contenu où ils expliquent. En gros, il y a un peu les coulisses. Et ça, je trouve, parce que en fait, c'est ce que tu disais, il y a des cas, t'as des états d'âme, en tout cas, tu peux avoir des cas de conscience en fonction de n'importe quel sujet. Et c'est normal parce que ça évolue. Donc l'idée, je pense, c'est que là, pour l'instant, vous ne fassiez pas toper, vous n'ayez pas de procès en diffamation, vous fassiez bien le contradictoire, vous pouvez vérifier vos informations. À ce stade, je pense que c'est essentiel. Mais après, nourrissez-vous de ces médias-là, parlez-en, il y a des syndicats qui sont pas intéressants, qui produisent aussi l'AJAR,
l'AJL, qui produisent aussi des outils, des kits pour aborder certaines questions, pour aborder la question du racisme, parce que c'est ce dont on parle en fait, l'expression la plus violente de ça, c'est la mort de mais il y a énormément de trucs en source ouverte où justement ces débats-là ils existent, il y a des espaces pour les avoir, il y a des gens qui réfléchissent et ça se... Enfin, je pense qu'une déontologie ça s'entretient. Bonjour, je suis Wadi Bourguis, journaliste tunisien. Je suis en exil ici en France et je vais parler juste de ma petite expérience parce que ce qui se passe actuellement en France, ça m'a choqué parce que on dirait certes c'est un pays démocratique mais c'est une démocratie, c'est de la pseudo-démocratie parce que en 2018 en Tunisie il y a un jeune tunisien qui s'appelle Omar Labib, il avait 19 ans. Ce jeune c'est un supporter du club africain, c'est le deuxième plus grand club de la capitale, donc c'est un club de football tout ça. Brièvement, donc, lors d'un match, après le match, il y avait des affrontements entre les supporters et les policiers et tout ça. Et il y avait une fleuve à Radès, c'est une zone de la capitale et tout ça. Et donc, les policiers ont bloqué les supporters au bord de la fleuve. Donc, il n'y avait pas le choix, ou bien lacrymogène, la traque, ou bien traverser cette fleuve-là. Donc, le jeune homme, il a dit aux policiers, je vais le dire en arabe, après je vais le traduire, je ne sais pas nager, on arrache le mot, et le policier lui dit, apprends à nager. Le mec il s'est noyé en mode rapide. Pour la petite histoire, le journaliste qui a travaillé sur cette affaire est actuellement ici en France. Et on a dit ici en France parce que voilà, les syndicats des policiers voilà, volé sa peau. Bon, je ne vais pas citer son nom, mais les collègues ici, tunisiens, le connaissent très très bien, ce journaliste. Après, quand je suis venu ici en France, peu après, c'était l'affaire de la haine. Je trouve le même traitement médiatique. En tant que je suis journaliste, je suis aussi syndicaliste aussi. Nous, en tant que syndicat national de journalistes tunisiens, à ici par exemple, actuellement je suis SNJ-CGT, la première chose, le premier réflexe pour un journaliste, c'est d'éviter la version officielle. Malheureusement, ce piège qu'il trouve ici, en France, c'est facile. Voilà, on prend la version officielle et on l'applique. Ça a été toujours le cas. Notre facteur à noter, c'est un peu choquant pour moi, pourquoi les syndicats ici en France ont peu d'adhérents. Le SNJ, c'est le meilleur, à peu près à 1500 journalistes d'adhérents. SNJ-CGT, c'est un peu moins. CFDT journaliste, c'est un peu beaucoup moins. Et après, Force ouvrière, c'est beaucoup moins. Pourtant, la présidente de la Fédération internationale de journalistes, c'est une Française, Madame Pradali, notre camarade, et le secrétaire général, Anthony Boulanger, c'est un Français. Je crois, parce qu'on parle de la déontologie de métier, on parle de la version officielle, on parle de la couverture équitable voilà, des événements et tout ça, je crois aussi que les syndicats jouent un rôle important. Et malheureusement, pourquoi cette rupture entre les journalistes et leurs syndicats? Par exemple, nous en Tunisie, c'est une seule école de journalisme, c'est l'Institut de presse et des sciences de l'information. Actuellement, il y a une filière ESG Paris qui fait avec l'Institut de presse, mais c'est une seule école de journalisme en Tunisie. Sur 2600 à peu près journalistes professionnels, parce que quand même c'est un petit pays, on a 2000 syndiqués, donc à peu près 60% de l'unité est syndiquée. Ici en France, je ne comprends pas pourquoi cette rupture entre les journalistes, les professionnels du métier et leurs syndicats, parce que, excusez-moi d'utiliser ce mot, le rappel à l'ordre, le rappel à la déontologie, le rappel à l'éthique, le rappel à voilà, aux valeurs universelles, parce qu'on ne veut pas le journalisme, l'article 19, c'est universel et tout ça, se fait par les journalistes. Mais malheureusement, je découvre ici en France, les journalistes, il y a une sorte de rupture entre leurs syndicats, entre eux et entre l'ARCOM, le Conseil de presse, je ne sais pas quoi, donc ce qu'on appelle les institutions qui font la régulation et l'autorégulation. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on oublie souvent que le journalisme c'est d'abord un travail collectif. Que le collectif casse un peu l'isolement. Aujourd'hui, on parle même de journalisme entrepreneurial, c'est pas indépendant. Ça donne effectivement parfois, ça crée la faiblesse parfois corporative du métier. Et donc, voilà. Et les journalistes qui ont encore aujourd'hui capacité à être dans des dynamiques collectives, souvent, soit dans le service public, en radio ou en télé, ou encore dans la presse écrite évidemment, mais très rarement dans les services privés. Donc ça pose des questions et je pense que les écoles ont une responsabilité parfois à remettre un certain nombre
chemin à emprunter pour la jeune génération, parce que malgré tout, le journalisme reste un combat et non pas juste une activité normale. Je voudrais, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure, et je sens que vous avez envie de poser plein de questions, mais je voulais quand même aborder la question des médias de quartier, puisque l'une des conséquences assez positives finalement de 2005, ça a été la prise de conscience d'un certain nombre de personnes, de créer au fond des médias sur place, de raconter les choses au quotidien, sans être ni dans le militantisme, ni dans la revendication, sans être ni même dans le pathos, l'hystérie. Et donc, on a bien senti en 2005, 2006, 2007, avec tous ces dispositifs dont Erwan a parlé tout à l'heure, il y avait une dynamique. Mais cette dynamique se confronte à une réalité économique. On a dit tout à l'heure que la profession était dans la précarité, il n'en demeure pas moins que ces médias le sont aussi. Et c'est toute la question, et j'aurais aimé que le représentant de France Télévisions soit présent, puisque France Télévisions, Radio France et le service public, le budget audiovisuel en France est près de 4 milliards d'euros, et il n'y a rien dans ces 4 milliards pour ces médias de quartier qui sont aujourd'hui non pas des espaces de revendication, mais aussi une parole, et donc une parole brute parfois, mais que le service public pourrait reprendre, et donc il pourrait y avoir des ponts. Hélas, à l'époque, parce que moi j'ai travaillé au Blog, on a essayé de mettre des choses comme ça, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette précarité au fond des médias de quartier? On dit qu'il y a de moins en moins d'argent public. Donc est-ce qu'il faut, par exemple, que ces médias de quartier se tournent vers le privé avec des difficultés que cela peut engendrer? Erwan, et puis après, d'abord peut-être Elena, qui, Erwan, dès qu'on parle d'argent, il n'y a plus personne. J'imagine qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, sur le côté privé. Non, si on est pauvre, c'est qu'on est indépendant aussi. Enfin, évidemment, on dirait qu'on est allergique à la moulasse. Mais non, mais c'est important. L'indépendance, c'est vraiment important. C'est un sens, parce qu'en plus, je pense que comme à fait, on fait aussi on travaille avec des jeunes journalistes avec lesquels on essaye auxquels on essaye de transmettre des valeurs. Encore que c'est des valeurs, l'idée c'est d'être cohérent et de pouvoir garder une liberté de ton. Je pense pas qu'on puisse garder, en réalité, je pense pas qu'on puisse garder la liberté de ton qu'on a si on commence à se maquiller avec des privés. Après, s'il y a un Bolloré d'extrême gauche qui veut nous financer la vie, qu'il se manifeste, voilà, c'est ça. Non, il y a une vraie question de façon plus globale, je pense, qui concerne le financement des médias indépendants, et ça c'est vital pour la démocratie, et je pense que la plupart des personnes ici en ont conscience. Maintenant, sur les ponts qui peuvent exister entre le service public et les médias de quartier populaire, je pense que je dois dire les choses plus importantes. Ouais, le modèle économique, il est fragile, et on a essayé pendant plusieurs années de travailler aussi par rapport avec d'autres médias traditionnels, ou bien local ou un peu national. Des tentatives, il y en a eu. Certaines ont fonctionné, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, on ne sent plus une volonté d'un travail réciproque avec des médias traditionnels, une aide, de travailler sur des actions communes. Et pourtant, il y a plein de choses qui pourraient servir à l'association ou au modèle ou aux médias. Je pense notamment une expérience qu'on a eue avec France Bleu, parce qu'à l'époque il y avait des personnes avec la volonté de travailler sur les quartiers populaires. Ils ont mis en place avec l'association 2 jours la rédaction de France Bleu dans les locaux de Caïna. Et ça a été une expérience très riche qui voulait renouveler ça. Il se trouve qu'après la rédaction a changé de patron et c'est tombé à l'eau. Et nous avions fabriqué ensemble avec des journalistes et des jeunes des quartiers populaires des productions communes qui ont été de grande qualité. Et sur le modèle économique,
on est un petit peu, des fois, un peu coincé. On a, alors, je vais vous donner un exemple concret qui va vous parler. Il n'y a pas très longtemps, on a mis sur l'espace public des émissions sur la question des présidentielles et puis après des cantonales. On avait invité tous les prétendants au poste, c'était notamment sur les cantonales. Au sein du quartier de la Paillade, sur l'espace public, on avait invité les habitants à questionner les futurs candidats. Il se trouve que l'émission, elle s'est fabriquée avec des grands frères du quartier, avec des jeunes, avec des mamans, des papas. Et après, et ça, j'ai pris conscience qu'on était tellement fragile parce que un élu de la municipalité de Montpellier est venu me voir quelques jours après. Il m'a dit tu as vu, Akli, ton candidat n'est pas passé. N'est pas passé et pourquoi tu avais pris les patins pour ce candidat. Et nous, on était vraiment dans une position d'éclairer sur la question des cantonales, sur la question du programme politique de chaque candidat, et que les partis politiques qui étaient présents, à la limite, on s'en foutait. Et il nous a rappelé que, attention, parce que il nous finançait, la ville de Montpellier nous finançait les projets, et que si on n'était pas attentif à ces débats participatifs sur lesquels ils pensaient, parce qu'ils arrivent aussi quand même avec beaucoup de fantasmes, les politiques, hein, sur les quartiers populaires, en pensant qu'on est dans l'opposition, je ne sais pas quoi. Et donc il nous a rappelé très franchement que si on n'allait pas dans leur sens, qu'on pouvait avoir des coupes de subventions. Et j'ai simplement rappelé que ce qu'on faisait sur l'espace public, c'était dans le cadre d'une action pédagogique et que le débat participatif et démocratique m'intéressait. Il l'a bien compris après, mais voilà, il y a souvent des pressions économiques auprès du milieu associatif. Ouais. Erwan Routy, est-ce que c'est difficile de travailler avec des professionnels et des citoyens? Est-ce que les premiers ne craignent pas finalement qu'on ait du corps pratique et que peut-être les deuxièmes souhaitent plutôt qu'on fasse du positif? Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction ou est-ce qu'il y a vraiment un terrain possible pour faire de la coproduction des professionnels et des citoyens? Alors, il y a une méfiance de la part des professionnels qui considèrent que toute parole citoyenne est bonne à être utilisée pour faire produire des contenus, mais de produire des contenus avec, il y a le pour et le avec, c'est une nuance importante. Le produire avec, c'est impossible, sauf sur des initiatives qui sont expérimentales. Alors, l'initiative qui a été peut-être l'une des moins expérimentales, c'est vous qui l'avez produite avec LCB, semble-t-il, pendant un certain nombre d'années. Donc là, pour le coup, il y a eu un vrai partenariat, avec des vrais moyens, etc. Et finalement, à une époque, tous les politiques de France devaient passer chez vous pour parler. C'était incontournable. C'était devenu l'émission qu'il fallait avoir vue, où il fallait être passé. Donc ça existe. Je pense que ce serait bien qu'on puisse capitaliser sur ce genre d'expérience pour essayer de les reproduire, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les réinitier, etc. Parce que c'était d'une certaine manière la plus probante. Nous, on a fait des trucs avec le monde, des trucs spéciaux, vous avez fait avec Libération aussi à une époque, tout le monde a fait des choses assez passionnantes, mais souvent expérimentales. Et donc la question aujourd'hui, c'est comment effectivement on peut trouver des alliés dans les syndicats sont affaiblis, ça a été dit, puisque le syndical français en général, ça ne représente pas grand monde parmi les travailleurs. Donc de toute manière, les syndicats sont trop faibles pour pouvoir faire ce qui s'était fait dans les années 80, au début des années 80, où on avait des choses qui étaient très politisées. Quand la gauche arrive au pouvoir en 81, il y a des négociations sur il faut qu'il y ait tel type de personnes qui arrivent dans les chaînes de services publics,
et Marcel Tria et beaucoup d'autres ont fait partie de ces journalistes qui ont été embauchés avec une négociation politique. Très clairement, il fallait qu'on ait des quotas de gens qui étaient issus de telle obédience, entre guillemets, qui devaient rentrer dans les médias. Aujourd'hui, si ça se passait, ça serait beaucoup d'extrême droite, et là c'est pas rentrerait sans doute. Donc c'est un exemple à prendre avec des pincettes. Donc il y a une vraie difficulté. Le modèle économique aujourd'hui, il est existant. Le modèle économique de la presse est lui-même fragilisé. Donc fatalement, une presse fragilisée ne va pas faire beaucoup d'expérimentation avec des gens qui sont eux-mêmes très fragiles. Ils vont plutôt aller chercher de l'argent là où il existe, plutôt que de l'expérience originale là où elle existe. Et là, c'est l'expérience qui est la nôtre. Donc, moi, je ne suis pas très positif. Et sur des initiatives très intéressantes et qui restent expérimentales, on en a les jeunes, ça fait 20 ans qu'on fait des ateliers dans des écoles de journalisme, on avait beaucoup CFPJ, etc. À une époque, c'était longtemps maintenant, mais quand on rentre dans le journalisme, quand on est jeune, on a envie de travailler sur les questions-là. C'est clair. C'est clair. Les jeunes ont vachement envie de travailler sur ces questions-là. Ils sentent qu'il y a un truc très important dans la société là-dessus. Et une fois qu'ils sont dans la machine, ils se font broyer. Enfin, il faut dire les choses crûment, ils se font broyer. Il n'y a plus de possibilité parce qu'il y a une endogamie sociale qui fait que ces questions-là doivent rester des questions périphériques. Ce sont des gens périphériques qui habitent dans les périphéries. Les questions doivent rester périphériques. Et donc, effectivement, tant qu'on n'aura pas très clairement un agenda de structure que Najar et d'autres qui vont petitement travailler sur les questions de racisme et sur la question sociale au sens plus large du terme, intégrant la question du racisme autant que d'autres questions sur qu'est-ce qui fait la ghettoisation de la société française et comment est-ce qu'on lutte contre ça, y compris la ghettoisation médiatique, tant qu'on n'aura pas des agendas de la société civile pour réfléchir à ça avec des stratégies très claires de réflexion là-dessus. Nous, on a esquissé ça à une époque où Mohamed Meshmach s'était monté, passant tout, la coordination passant tout. On s'était dit, il faut transformer ça en syndicat des banlieues. Pour ça, j'ai fait ça de manière un peu brutale tout à l'heure. Il faut transformer ça en syndicat des banlieues avec très clairement une commission, une cellule, enfin une équipe qui travaille sur comment est-ce qu'on va établir un programme, former des gens pour qu'ils soient en négociation, en capacité au sein des rédactions de négocier des choses auprès des rédactions. Puisqu'à l'époque, il y avait un rapport de force qui était un peu plus favorable que maintenant, puisqu'il y avait télémotion, etc., et que beaucoup de gens s'intéressaient dans la rédaction à ce qui se passait dans les quartiers. Il y avait un bras de fer à tenter. Maintenant, c'est très compliqué. Merci beaucoup. On va s'arrêter parce qu'il est 12h. Vous appelez un taxi ou vous voulez... C'est la dernière question, comme vous dites à la télé. C'est là le moment fatidique, c'est tout le monde. Non, mais c'était pour dire qu'à une autre échelle, il y a l'éducation aux médias et à l'information, et je sais que le blog en fait aussi, et que c'est une autre manière aussi, je pense, de donner la parole. Je me souviens, 2 semaines après la mort de Naël, on était allé auprès d'associations, on a donné la parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment sur ce sujet-là, et je pense que ça a des fois aussi bien de pouvoir se saisir d'un sujet dont ils étaient principalement concernés, et des tout jeunes, quoi, donc des primaires qui allaient poser des questions, qui racontaient ce qu'ils avaient vécu. Et je trouve que voilà, c'est aussi un autre moyen de donner la parole, en tout cas de recréer aussi du lien, et même pour nous journalistes d'aller aussi voir ce qui se passe et de voir les choses autrement, et en tout cas de se reposer aussi la question de la manière dont on traite un sujet en allant au plus près en fait de ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Un dernier mot, Pierre, et puis on va conclure. Très brièvement, parce que j'ai entendu beaucoup de jeunes étudiants s'inquiéter de la déontologie. Je suis donc le secrétaire du Conseil de déontologie français. Elena a donné quelques pistes tout à l'heure et je la remercie pour aller voir, lire des textes de réflexion sur la déontologie. Je vous signale l'existence de ce Conseil de déontologie. Nous avons publié 150 avis sur des cas précis. Nous avons analysé pour dire il y a faute ou il n'y a pas faute de déontologie, notamment sur certaines phrases des prononciations de chaînes de télévision à propos de Naël, il y a quoi je fais allusion. Allez lire nos recommandations cas par cas. Nous essayons d'être concrets, de transformer les règles éthiques qui sont dans les chartes en analyse concrète sur des problèmes concrets. Ça peut vous aider. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous. Je voudrais remercier évidemment Elena, Aki et Erwan. Je voudrais que
On a beaucoup d'étudiants ici. Si vous avez choisi ce métier, le journaliste est aussi un métier dont votre identité peut évidemment influer votre projet professionnel. Donc c'est important aussi de ne pas mettre forcément le costume qu'on va vouloir pour le métier, mais peut-être aussi d'imposer un certain nombre de sujets au sein des rédactions. Merci beaucoup. Bonnes assises à toutes et à tous. On se retrouve peut-être une prochaine fois pour un autre.